Chers amis, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue à cette 7e édition des Conférences de la montagne, ce rendez-vous privilégié entre le public et le savoir. Baden-Powell, le fondateur des Scouts, disait que le bonheur ne vient pas à ceux qui l'attendent assis. Il faut donc partir à sa recherche, il faut courir après, et c'est ce que nous ferons ensemble ce soir. Cette quête, nous l'entreprendrons avec les alliés que sont la philosophie, l'économie et la santé communautaire. Nous partagerons la prochaine heure et demie avec des spécialistes de ces trois domaines qui ont longuement réfléchi à la question, pourtant fondamentale, du bonheur. Marc Fleurbet est professeur d'économie à la prestigieuse Université Princeton et membre du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, mieux connu sous le nom de fameux GIEC. Il s'est intéressé, entre autres, aux façons de mesurer le bien-être dans nos sociétés. Dan Abron est professeur de philosophie à l'Université de Saint-Louis, au Missouri. Son sujet de prédilection est le bien-être, qu'il étudie sous les angles de l'éthique, de la philosophie et de la psychologie. Marie-France Reynaud est médecin spécialiste en santé communautaire, professeure émérite de l'Université de Montréal et directrice générale du Centre de recherche Léa Robach sur les inégalités sociales de santé à Montréal. Ses travaux de recherche portent sur les politiques publiques qui sont susceptibles de réduire les inégalités sociales et les inégalités de santé. Nos invités sont accompagnés de l'animatrice de la soirée, Mme Christine Tapolet, qui est professeure au département de philosophie de l'Université de Montréal. Je vous demande de les accueillir chaleureusement. Je passe maintenant la parole à notre animatrice et je nous souhaite à tous une très agréable soirée remplie de bonheur. Merci bien. Bonsoir et merci pour ces présentations. J'ai quelques minutes pour vous présenter ce sujet, le sujet du bonheur, étudié depuis des millénaires par des philosophes, mais aussi par des psychologues, des économistes. C'est pas évident de savoir ce qui contribue au bonheur d'une personne ou d'une autre. Et la difficulté, c'est qu'on ne sait pas exactement ce que c'est que le bonheur. Donc, nos invités ce soir sont là pour nous dire un peu plus sur ce qu'on pourrait faire pour promouvoir notre propre bonheur, mais aussi ce qu'on pourrait faire collectivement au niveau des politiques sociales pour promouvoir le bonheur collectif, le bonheur de tous. Alors, sans plus tarder, on va passer à la période de présentation. Et notre premier conférencier ce soir, le premier à prendre la parole, Marc Fleurbet. Marc, je t'invite à venir au micro. Bonsoir à toutes et à tous et merci Christine et aux organisateurs pour cette invitation. Et je voudrais commencer par vous dire à quel point il est important. Il a une importance qui est même vitale pour nous tous, pour l'espèce humaine. Et donc, ça tient en fait surtout au fait que notre croissance a été orientée vers la production, vers le productivisme et le consumérisme, et que cela mène la planète droit dans le mur, à une échéance plus ou moins rapprochée. Et donc, nous devons repenser notre modèle et réorienter notre croissance. Alors la question, c'est est-ce que le bonheur est la solution? Alors je vais très rapidement essayer de motiver un petit peu cette idée qu'il faut réorienter la croissance. Vous avez sans doute vu cette courbe de la température qui augmente. Le changement climatique est une des menaces qui arrive très vite sur nous. Et nous sommes de plus en plus vulnérables aux désastres venant de phénomènes climatiques extrêmes. Et il semblerait que malgré toutes les discussions, malgré les efforts du GIEC qui a été évoqué tout à l'heure, la courbe de concentration de CO2 dans l'atmosphère poursuit sa montée inexorable, et c'est vraiment très inquiétant. Et quand on regarde la répartition
des causes, on s'aperçoit qu'effectivement, c'est les pays riches qui sont en haut de la responsabilité, en particulier l'Amérique du Nord. L'Europe est un peu en dessous, mais maintenant on voit que la Chine a déjà dépassé certains pays d'Europe. Ici, vous avez les émissions par tête, et donc on voit que la menace devient effectivement très, très sérieuse. Une autre courbe que je voulais montrer rapidement, c'est la courbe de production mondiale du plastique, encore une autre courbe exponentielle très inquiétante. Et si on regarde ce que ça donne en termes de transformation en microplastique dans l'océan, des choses qui vont remonter la chaîne alimentaire, eh bien on voit que même si on arrêtait la courbe que vous avez en bas, là, même si on arrêtait les émissions de plastique dès maintenant, eh bien, on aurait encore au moins un doublement des microplastiques dans l'océan dans les années qui viennent. Donc tout ceci est assez inquiétant. Je voulais quand même vous montrer ce graphique qui confirme que ça a beaucoup à voir avec la richesse. Ce sont les pays les plus riches qui émettent le plus de plastique. Mais contrairement au graphique précédent, ici, le Canada est plutôt vertueux comparé à d'autres pays. Vous voyez qu'il est plutôt en bas en termes d'émissions. Alors, est-ce que ça doit nous conduire à changer complètement de braquet, si je puis dire, et regarder exclusivement les données du bonheur? Alors, que nous disent les statistiques du bonheur? Il y a des statistiques du bonheur qui sont basées sur des questions qui ressemblent à celles que Christine évoquait tout à l'heure. Comment pensez-vous à votre vie? Êtes-vous satisfait de votre vie? Êtes-vous heureux dans votre situation? Ce genre de questions est posé dans des enquêtes à grande échelle et on peut en tirer des éléments. Alors, que peut-on en tirer? On peut en tirer en particulier des idées sur ce qui est bon pour les gens, ce qui contribue à les rendre heureux ou satisfaits. Quelques exemples. La santé est quelque chose qui, de façon non ambiguë, est corrélé positivement avec le bonheur. Un autre exemple, alors je m'excuse, ce graphique est un peu difficile à lire, le Canada est tout en haut, et c'est un graphique qui montre le lien entre la liberté que les gens ressentent dans la vie et leur satisfaction. Là encore, une corrélation positive. Donc on voit, il y a d'autres éléments, ce sont deux exemples. On peut voir aussi que l'insertion sociale, la situation familiale ont une importance pour les gens. Tout ça est très bien, mais on voit aussi une très forte association entre le revenu et le bonheur et la satisfaction. Donc ici, vous avez les distributions de revenus des différents pays. Alors avec les pays riches qui sont là-haut, donc chaque courbe représente la relation entre le revenu et le bonheur, enfin la satisfaction dans un pays. Et on voit une relation clairement positive à l'intérieur des pays et entre les pays. Et puis ici, c'est quelque chose qui est un peu la même chose, mais dans le temps, où on voit que des périodes de croissance ont été associées pour un certain nombre de pays à une augmentation du bonheur. Ce n'est pas vrai partout, et il y a des pays qui ont notamment en haut du graphique, les pays riches ont des périodes de croissance malheureuses, mais malgré tout, on voit encore une association assez forte. Et donc, ceci pose question parce que ça veut dire que si on pense que s'intéresser au bonheur, ça va nous faire échapper aux problèmes environnementaux, ça va réorienter notre croissance. Si ce qui rend les gens heureux, c'est l'argent, c'est la consommation, eh bien malheureusement, ça ne nous résout pas le problème. En outre, je voudrais insister sur le fait que c'est un indicateur qui est relativement peu fiable, et notamment si on pense évaluer ce qui se passe à long terme. Alors, malheureusement, on n'a pas des données de très long terme sur le bonheur, donc c'est difficile de donner des exemples tout à fait probants. On a quelques données qui indiquent quand même que les courbes de bonheur sur une certaine période sont relativement plates. Ça, c'est un exemple avec un échantillon de pays pour certaines formes de données. Un autre exemple, ça, c'est des données qui sont un peu différentes parce que ça regarde les pourcentages de gens qui sont au-delà d'un certain niveau de satisfaction. On voit pas mal de choses qui sont relativement plates. On voit quand même aussi des choses qui bougent. On peut voir que la Grèce, par exemple, l'Italie et l'Espagne ont fortement souffert des périodes d'austérité qu'elles ont connues depuis la dernière récession. Donc on voit quand même des choses qui bougent. Et donc il faut se méfier. Les chiffres que les gens donnent quand on leur dit sur une échelle de 0 à 10, êtes-vous satisfait? Ces chiffres-là vont être donnés par les gens, imaginés en fonction d'échelles de référence qu'ils ont eux-mêmes. Ils vont comparer leur situation à leurs objectifs, à leurs anticipations, ou à leurs parents, ou à leur propre enfance, etc. Donc ils vont avoir des schémas de référence qui vont différer d'une personne à l'autre, et il y a de fortes chances que d'une génération à l'autre, les échelles de référence changent, et donc que les réponses ne soient pas comparables.
Donc c'est un indicateur qui est un peu bruité de ce point de vue-là. Un autre exemple, c'est quand on regarde comment les événements dans la vie affectent les gens. Alors il y a quelque chose qui est relativement robuste, je parlais d'insertion sociale tout à l'heure. Ici, vous avez l'influence sur la satisfaction du chômage, et on voit qu'entrer dans une période de chômage, c'est mauvais, et ça, c'est quelque chose de particulièrement robuste. Par contre, il y a des choses qui sont un peu surprenantes. Se marier, par exemple, c'est bon, mais seulement pendant une toute petite période de temps. Et on peut s'inquiéter encore plus quand on voit que le veuvage, c'est très mauvais, mais temporairement, et ça a l'air même de produire à long terme plutôt quelque chose de positif. Avoir des enfants, c'est bon avant qu'on les ait, mais quand ils arrivent, ça devient mauvais. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Est-ce que ça veut dire que les gens devraient changer leurs ambitions dans la vie, refuser de créer des familles et d'avoir des enfants? Il y a quelque chose qui cloche. Donc, un autre exemple qui n'est pas dans ces graphiques, c'est que l'éducation, c'est quelque chose qui est très difficile à faire sortir. Si on contrôle pour le niveau de revenu, eh bien, on ne voit pas d'effet de l'éducation. Et une explication possible, c'est que lorsqu'on a des diplômes plus élevés, le niveau d'ambition qu'on a dans la vie augmente, et du coup, on devient plus difficile à satisfaire. Et au total, quand vous comparez des gens, eh bien, vous ne voyez plus d'effet de l'éducation à cause de ces deux phénomènes qui se compensent. Dernier exemple, on a une réduction des inégalités de bien-être dans pas mal de pays, à des périodes où les inégalités de richesse et de revenus ont augmenté. Alors, les inégalités ont baissé ou ont augmenté. C'est un peu douteux quand même que les chiffres du bonheur soient tout à fait fiables à ce niveau-là. Alors, ce qu'on peut se poser comme question, c'est au fond, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt que de demander aux gens de donner un chiffre, essayer de savoir ce qu'ils veulent vraiment dans la vie, quel est le type de vie qu'ils recherchent. Et on peut, par exemple, utiliser des données assez variées pour estimer estimer les préférences des gens, comme disent les économistes, et essayer de faire des choses comme, par exemple, un exercice que j'ai fait il y a une dizaine d'années avec un collègue à Paris, qui a été repris par d'autres auteurs et qui maintenant a été fait aussi par l'OCDE, et qui consiste à calculer un revenu corrigé, où on corrige le revenu des gens par l'effet des éléments de qualité de vie sur lesquels ils peuvent donner une valeur monétaire, parce que pour eux, ils sont prêts à faire un arbitrage entre ces choses-là et leurs revenus. Par exemple, si on a des ennuis de santé, on peut se dire « je serais quand même mieux si j'avais une bonne santé avec un revenu un peu plus faible ». Et donc, ce revenu un peu plus faible, ça peut servir de revenu corrigé. Donc, on appelle ça le revenu équivalent. On a fait ce genre d'exercice et ça donne des comparaisons entre pays qui ne sont pas inintéressantes. Et ça a été refait dans d'autres contextes, par exemple pour comparer à l'intérieur des pays comment déterminer qui sont les pauvres. Donc il y a des pauvres en revenus, mais il y a des pauvres en revenus équivalents, qui sont par exemple des gens qui ont des problèmes de santé, des problèmes d'insertion sociale, etc., et qui sont mesurés en complément du revenu. Alors le Canada, comme vous le voyez, n'est pas trop mal situé là, mais il baisse entre la première colonne qui est le PIB par tête et la dernière colonne qui est notre indicateur. Ici au milieu, vous avez l'indice de développement humain qui ne varie pas beaucoup entre les pays riches que nous avons ici. Le Canada perd un peu des rangs, il est moins bien classé. Et la raison pour cela, si vous vous posez la question, pourquoi le Canada n'est-il pas si bien placé? Mais je voulais quand même montrer ça pour vous dire que les corrections qu'on a faites correspondent en particulier aux loisirs, à la quantité de loisirs que les gens ont, au problème du chômage, à la santé sous forme d'espérance de vie et aux tailles de ménage. On a aussi une correction pour les inégalités. Alors ce qui n'est pas très bon pour le Canada, c'est que les Canadiens travaillent trop dans notre calcul. Le loisir n'est pas aussi faible que dans d'autres pays, notamment les pays européens riches. Et donc ceci contribue à baisser les calculs. Alors, je voulais montrer cet exemple d'approche. Le revenu équivalent est une approche qui est un peu plus objective que les mesures de bonheur, mais qui tient compte quand même des perceptions des gens et des préférences des gens sur l'importance relative de différentes parties de leur vie. Et on peut le faire pour un certain nombre de choses. On l'a fait ici pour quelques variables. C'est difficile de le faire pour un grand nombre de variables parce que les enquêtes ne sont pas encore très poussées, mais on espère qu'avec plus de données, on pourra y arriver. Alors, à quoi tout cela nous amène-t-il? Vous voyez, le revenu équivalent, comme le bonheur, sont encore très corrélés avec le revenu, de toute façon. Et donc, ce n'est pas cela qui va nous faire échapper à la menace environnementale que j'évoquais au début. On a peut-être à se poser une autre question, au lieu de simplement se dire que veulent les gens, qu'est-ce qui les rend heureux, quelles sont leurs préférences et comment peut-on
en tenir compte. On a peut-être une autre question qui est beaucoup plus dérangeante à se poser. Et là, c'est un sujet qui n'est pas vraiment un sujet de recherche très commun chez les économistes, mais que je voulais mettre sur la table ici pour ouvrir la discussion. Moi-même, j'ai de gros doutes à ce sujet-là. Est-ce qu'il ne faut pas changer nos préférences, changer les objectifs qu'on se donne dans la vie? Est-ce qu'on n'est pas trop matérialiste dans les choses qu'on veut faire? Dès qu'on a un petit peu de revenus, est-ce qu'on ne l'utilise pas d'une façon qui est relativement superficielle et superflue? Voilà, c'est ce genre de questions qu'à un moment donné, il faut arriver à se poser. Et c'est peut-être la question qu'il faudra se poser si on veut vraiment s'attaquer aux problèmes climatiques. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci Marc, c'était très éclairant. Je suis en faveur du changement des préférences. Notre prochain panéliste, Dan Hebron, sans plus tarder. Bonsoir. Merci beaucoup à l'université de m'avoir invité à vous rejoindre. Et merci à vous tous d'être ici ce soir. J'espère que vous me pardonnerez si je procède en English. So this is this is a meeting that took place in Paris last week of governments sharing notes on how to implement well-being policy. That is policy aimed at promoting happiness and well-being. This is an idea that hasn't necessarily always made people happy when they hear about it, especially in my country, in the United States. So this is an actual newspaper headline. Look out, the happiness police are coming. I don't know what people envision, but maybe something like that. While exaggerated, the worry is rooted in something very deep about modern Western liberal culture, this individualistic idea that happiness is the individual's responsibility. And I consider myself a modern liberal individualist in many ways. But what this yields is the idea is if government should promote anything, it should focus on freedom. Helping us, empowering us to lead the kind of lives we want, either through promoting opportunities, income or wealth. And then the idea is this very optimistic idea that if we're empowered this way, that we'll thrive and that we'll do better than under any other regime. And so that's what I kind of want to come back to in a little bit. First, you may be wondering, well, what do you mean by happiness? What do you mean by well-being? And since I'm a philosopher, I kind of get paid to define things. The first thing I'll say is actually, we don't need to worry about it here. Because no matter how you use these words, no matter how you define the terms, what I'm going to say is going to apply either way. But since you asked, in my own work, I find it most useful to think of happiness. Happiness is a state of mind, right? And as emotional well-being, roughly the opposite of anxiety and depression. This is different actually from the life satisfaction idea, which is also another reasonable notion. And then well-being is a value. This word isn't terribly good, bien-être, but it has to do with what's in your best interests, what benefits you, doing well. I think happiness is part of that, authentic happiness. But another part of it is fulfilling your values. Most people care about things other than just happiness, and I think they're right to. In fact, I think not even well-being is the only thing that matters. I think beauty and excellence matter beyond well-being. So you might think, well, maybe you don't want to be necessarily happy all the time, or you want to put on a Billie Holiday record and feel a little bit blue and kind of enjoy that. And this is one of my favorite quotes in any language, but I figured this is a good place to use it. La mélancolie, c'est le bonheur d'être triste. You can tell he's definitely not an American. So now coming back to our regularly scheduled programming, is happiness up to us? Is it something that we can achieve individually? Up to a point, of course, there's a lot we can do.
So there's among things that seem to be more effective is meditation, what my friend Buddhist monk pictured at the bottom, Matthieu Ricard, calls mind training. It's building skills for happiness, actually, and he calls happiness a skill. Doing skilled and meaningful activities, helping people, doing good. Spending time with people you like, engaging with nature, and things like that, which we do have usually a lot of control over. But then people can go further with it and just say, well, look, happiness is just a choice. It's up to you. And, well, if that's right, then unhappiness must be your choice, and it must be your fault. And I think that's really dangerous and can actually be cruel. Depression is not your fault. At least not usually. If you have a terrible job, that may not be your fault. If you live in a frayed community that's lonely, that may not be your fault. So, and actually even look at this, I think this is a book cover. Happiness is a choice. Well, the choice here is to be on a beach by the ocean. Well, that is where I'm happiest, but I live in St. Louis, and the surf is terrible there. So even that thing is kind of admitting that your environment matters. So now let's talk a little bit about the community side of things, why it is that just the individual side of the picture is incomplete and why the individualistic idea is not adequate. There's three phenomena that I want to talk about here. One is, this is the most familiar one, right, is just that a lot of the most important things we have to secure through cooperation, collectively. You can't make a park yourself. You can't make a healthy community or good schools by yourself. Amsterdam went from being this car-choked city to being this very walkable, livable, pleasant city, partly through good policy choices. It wasn't just something that people could just will for themselves. A more interesting issue is that we make a lot of mistakes, and not just random mistakes, but predictable, systematic mistakes. Weakness of will we all know about, but then there's other things like affective forecasting. We're not terribly great at predicting how happy things will make us. So pictured here on the right is one of my wife's former classmates from the Wharton School of Business, preparing themselves for the investment banking or management consulting industry. So they would, I don't know how many of them told me, like, oh, I'm not going to do that because those jobs are terrible, like I'm going to be really unhappy. But then they saw the signing bonus. And signing bonuses are really smart to offer because what happens is you imagine getting that pile of money, it's going to feel really good. And you correctly guess that you're going to feel really happy when you get that money and you get the new Mercedes. But then we tend to project it way too far into the future that we're going to keep feeling that way. And that's just not how it works. We're very adaptive, and eventually we get over the bad things, we get over the good things, and so the raise just, the Mercedes just becomes another thing. We also have lots of biases. There's tons of these, but I'll just mention one is where we tend to be pretty optimistic. So now I know there are lots of happy lawyers, but from my research, the odds aren't with you. But how many people are like, well, but I'm going to be the happy one. I'm going to be the happy management consultant. And it happens. I'm sure there are people in this room who are among them, but none of my friends are among them, I can tell you. Lay rationalism. We tend to, one reason people might choose money over fulfillment is we are biased towards anything you can quantify. It's easier to justify. So so you look at two bits of electronic stereo equipment, and one of them you think sounds better, but the other one has better specifications, some number, that it's utterly meaningless to you, but you'll choose the one with the better number, or you might. So there's just lots of ways we make mistakes like that. This is my favorite effect, and that's a very deep aspect of human psychology, that we're very sensitive to the situations we're in. We're a bit like chameleons.
And this is adaptive. We evolved to be able to live in hunter-gatherer bands with just about anybody and get along and live in a hut with, to live in a hut with my mother-in-law and be happy about it. And what it is that our psychology, we have developed to we're constantly adjusting our psyche, our choices are constantly adapting to fit the environment in ways that way outstrip. It's mostly unconscious. It's not something you can just do through conscious choice. If you put a picture of a pair of eyes on the wall by the coffee pot in the office, you'll find that people are going to be more likely to contribute, put money in the basket to cover their coffee. They know they're not really being watched, but the eyes prime them. It gives them a nudge. Some of you, no doubt, are bicultural, especially in Canada. This is a very common thing. My own bicultural background, living between an island and a city, really prompted me to go into the happiness business, seeing how deeply my psychology differed between the different environments. And people who go through what they call code switching and so forth, even just going between speaking French and English, right? Even I, with my horrible French, right, when I parle français, pas mal, the mood is different than English, right? English is very cheerful. A third thing, there's a lot of research on social contagion, which is really fascinating. Basically, it looks like all sorts of things ripple through our social networks like viruses. So happiness, depression, obesity, divorce, quitting smoking. So if I quit smoking, my friends are more likely to quit smoking, but interestingly, even their friends are more likely to quit smoking, even if my friends don't. It's kind of weird. But we're just very sensitive. This is one reason to do sustainable behaviors like recycling, because we have more effect on other people than we realize. The right environment can bring out the best in us, like in Le Chambon, where a whole village conspired to rescue thousands of Jewish children from the Holocaust. That was a good situation, and you know what bad situations can cause people to do. One way of putting it in terms of a popular idea in recent discussion is the idea of nudges. But really, you don't need people nudging you. Just the environment is constantly bombarding us with nudges. And what nudges do is they influence your behavior, your choices, and your state of mind, but they don't determine it. They don't take away free will. They just kind of bias what we do. It's just part of our adaptation. The upshot of this is the context we're in matters. We have to pay attention. If we want to be happier, lead better lives, paying attention to putting ourselves in the best environment we can or creating better environments is a really important part of that. I like to think of it, especially from a policy perspective, in terms of building better lifestyle infrastructure. You can think of lifestyle infrastructure, that's the arrangements that shape the way we live. In the United States, there have been two, well, actually many, but I'll just mention two major developments in this area. Since World War II, in our food policy, we've subsidized corn so much to make that kind of meal cheap that it's not only caused us to be sick, but it's changed our preferences, our ideas about what's a good meal. There are a lot of places and times where that would not be considered an appealing meal. People say, that's disgusting. Well, the policy has shaped the way we eat and our diet. My favorite example, though, is urban planning, because it's so important. The spaces we live in, the way we build our communities has a huge impact in so many ways. The community on the left is a place I visited in St. Louis. It's not really a community or even a place. You get there and there's like no trees. In fact, the only trees I found were 3 palm trees in somebody's backyard, which I thought was kind of strange in St. Louis. They did palm trees. Then somebody told me they're made of metal.
So places like this do things to your mind. So you get the idea that, well, let's have metal palm trees by the pool. And they're really big. These aren't little things. So these are like 4,000 square foot, huge houses with like 3 people living there. The daughter doesn't know where her parents are. The neighbors don't know each other. Nobody goes out and walks around because why would you want to walk around in this place? It's a long drive to get anywhere, and there's a lot of pathology associated with this, and environmentally it's disastrous. Somebody who builds these kind of homes says, we call this the ultimate home for families that want nothing to do with each other. I mean, we don't have to do that. I mean, right here in Montreal, I think, I don't know the urban planning here that well, but it looks more functional than St. Louis. In Charleston, South Carolina, even in the South, my friend's neighborhood there, very healthy. And this is an utterly typical scene. The kids really do just run around. And when my friends moved into their house while they were out shopping, strangers broke into their house and left a pie in the refrigerator. It was like a reverse robbery. And that's just the way it is. People just walk into your house, and there's so much trust. And so just wrapping up, so there is a lot we can do individually. But it's not just a choice at the individual level. And a lot of it we have to do together. And a lot of the stuff we can do to make our lives better, our quality of life better, also happens, importantly, to be good for the environment. And if we do it right, then maybe we don't have to try so hard to be happy. And merci. Thank you. Merci beaucoup. Alors, notre troisième panéliste, Marie-France Reynaud, qui a exercé comme médecin et qui est spécialisée en médecine communautaire. Je vous invite à venir au micro. Alors, j'ai appelé ma conférence « La santé, le bonheur, l'argent et la politique » parce qu'il me semblait que toutes ces choses-là étaient interreliées. D'ailleurs, Marc Fleurbet en a parlé. Je vais élaborer un peu là-dessus. Tout d'abord, je veux dire que les relations entre le bonheur et la santé sont assez complexes. Et si nous, on travaille surtout avec des indicateurs négatifs de détresse psychologique, c'est parce que les liens sont bien établis entre la mauvaise santé et la détresse psychologique, et ces liens vont dans les deux sens. C'est-à-dire que si on est plus déprimé, en plus mauvaise santé psychologique, notre évolution de pathologie physique va être compromise. Et évidemment, si on a des problèmes de santé, ça s'accompagne beaucoup de détresse psychologique, non seulement pour nous, mais souvent aussi pour les proches qui sont témoins. Cependant, il y a des écrits de plus en plus nombreux qui font état d'un effet protecteur du bonheur par rapport à certaines maladies, particulièrement les maladies cardiovasculaires, d'autres maladies chroniques aussi. Ces écrits-là sont, je dirais, à ce stade-ci, éminemment critiquables. D'une part, comme ils sont récents, il y a toujours un biais de publication. Vous savez, dans les écrits, quand on a quelque chose de sexy à dire, on a plus de chances d'être publié que quand on n'a absolument rien à démontrer comme association. Et surtout pour les nouveaux sujets comme les liens entre bonheur et santé, il y a un biais de publication qui est d'ailleurs reproduit par les journaux qui seraient bien contents là, que ça soit vrai, que le bonheur nous protège. Donc, il faut se méfier à ce stade-ci de la recherche de tirer des conclusions un peu trop hâtives. Et il y a aussi des problèmes méthodologiques. On parle de reverse causation. Est-ce que c'est les gens qui étaient un peu malades, qui sont moins heureux et ça se déclare et par la suite, on dit que c'était les gens moins en santé bref, il y a des questions qui se posent dans le sens de la corrélation, mais il y a aussi beaucoup de variables de confusion. Une des variables de confusion, c'est-à-dire un phénomène qui, s'il n'est pas mesuré, pourrait expliquer l'association avec la variable indépendante et qui, si on ne le mesure pas, va nous amener à des conclusions fautives. Je donne l'exemple de l'activité physique qui est reliée à un sentiment de bien-être, mais est aussi très protectrice par rapport à des maladies chroniques, particulièrement les maladies cardiovasculaires et aussi le diabète, de sorte que si on
contrôle pas bien dans les études pour la pratique de l'activité physique, on peut en venir à penser que le bonheur protège des maladies cardiovasculaires, alors qu'en fait, c'est le fait de faire de l'exercice. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de lien qu'on pourra démontrer, je dis que la recherche évolue et qu'il faudra raffiner les devis pour réussir à tirer des conclusions. Alors, nous, en santé publique, on travaille avec les valeurs sûres, c'est-à-dire les indices négatifs de bonheur, je dirais, la détresse psychologique ou l'insatisfaction dans la vie. Alors, ce qui nous frappe, c'est que la détresse psychologique, c'est très répandu dans la population montréalaise, mais ce n'est pas répandu de façon aléatoire, ce n'est pas distribué de façon aléatoire et ça se retrouve beaucoup dans les milieux les plus défavorisés, chez les gens qui ont des revenus inférieurs, de façon disproportionnée. C'est particulièrement vrai pour la détresse psychologique qui est liée au travail. Et ce n'est pas une détresse psychologique qui est bénigne, puisque quand on pense aux idéations suicidaires, il y a 2,5 fois plus d'idéations suicidaires dans les milieux défavorisés que dans les milieux mieux nantis. Alors, je vais vous inviter à regarder une courte vidéo qu'on a faite qui compare on les a appelés les nantis avec les infortunés. Et je vous demanderai de la regarder avec le biais de la détresse psychologique ou son inverse du bonheur et de voir dans tous les événements qui jalonnent la vie des gens comment ça peut créer de la détresse psychologique. Et ensuite, on discutera de comment on peut intervenir pour la réduire. Les Montréalais vivent aujourd'hui de plus en plus vieux et en meilleure santé que par le passé. L'amélioration généralisée des conditions de vie et les constants développements technologiques ont beaucoup contribué à ces progrès. Or, tous ne sont pas égaux devant la mort et la maladie. Ces écarts de santé, nous le savons désormais, s'expliquent largement par les conditions dans lesquelles nous naissons et grandissons, telles le revenu familial ou le niveau de scolarité. Pour comprendre le phénomène, divisons la population en 5 groupes de même taille. C'est le niveau socio-économique qui distingue ces groupes, chacun composé d'environ 375 000 Montréalais. Comparons maintenant les 2 groupes les plus éloignés sur cette échelle. Le premier groupe, les infortunés, se répartit 6 % des revenus de la population entière. À l'autre extrémité, le groupe des nantis cumule 39 % des revenus de la population montréalaise. C'est 6 fois plus de revenus que les infortunés. À quoi ressemblent nos 2 groupes? Contrairement aux nantis, chez les infortunés, on retrouve tous les prestataires d'aide sociale, la plupart des travailleurs payés au salaire minimum, plus de femmes que d'hommes, moins d'aînés, plus d'enfants et de personnes appartenant aux minorités visibles. 2 groupes qui se distinguent à tout point de vue. Maintenant, imaginons qu'à chaque année, il naît à Montréal environ 5 000 bébés dans chacun des 2 groupes. Comment la vie et la santé de ces 2 groupes se compareront si les conditions actuelles se maintiennent? 70 des 5 000 infortunés mourront avant d'avoir 1 an, pour 19 nantis. Déjà, à 1 an, la mortalité s'avère inégale, notablement plus importante chez les infortunés que chez les nantis. On peut ajouter que les infortunés connaîtront des séjours plus longs à l'hôpital, seront 3 fois plus nombreux en situation de monoparentalité et cumuleront 8 fois plus de naissances chez les adolescentes. 8 fois. Les nouveau-nés de ces 2 groupes connaîtront donc des conditions de vie très différentes, que ce soit en matière de qualité du logement, de la scolarité des parents ou de leurs revenus. Retrouvons ces enfants à l'âge de 6 ans, lorsqu'ils entrent à l'école. D'1 à 5 ans, très peu de décès surviendront dans les 2 groupes. Par ailleurs, les séjours à l'hôpital seront près de 50 % plus nombreux chez les infortunés. À l'entrée à l'école,
le tiers des enfants infortunés présentent un retard dans leur développement, pour 1/5 des enfants chez les nantis. Ceux qui entrent à l'école dans cette situation sont plus susceptibles d'éprouver des difficultés scolaires au primaire et il est plus probable qu'ils ne complètent pas leurs études secondaires. Qu'en est-il à 18 ans? Comme chez les plus jeunes, très peu de décès surviendront de 6 à 17 ans. Les séjours hospitaliers continueront d'être plus fréquents chez les infortunés. Ils se perçoivent également en moins bonne santé. Le nombre de personnes sans diplôme de 5e secondaire seront 2 fois plus grands que chez les nantis. Sans diplôme d'études secondaires, les perspectives d'emploi seront plus sombres, les salaires généralement plus bas et les conditions de travail plus dures. Autant de facteurs qui nuisent à la santé. Faisons un bond dans le temps jusqu'à leur 40e anniversaire. De 18 à 39 ans, le nombre de décès chez les infortunés sera alors 2 fois plus grand que chez les nantis. Le nombre de séjours à l'hôpital des premiers dépassera de 35% celui des seconds et les infortunés seront plus nombreux à s'estimer en mauvaise santé physique et mentale. Un infortuné sur 6 vivra des épisodes où il manque de nourriture et d'argent pour s'en procurer. Chez les nantis, cette situation sera pratiquement inconnue. Finalement, voyageons jusqu'à ce que les groupes atteignent 75 ans. Entre 40 et 74 ans, la santé des Montréalais, tant physique que mentale, se détériorera plus rapidement. Conséquemment, le nombre de décès et d'hospitalisations s'accroît. Les séjours à l'hôpital s'allongent. L'écart entre les infortunés et les nantis se creuse d'année en année et atteint des proportions considérables. Si les conditions actuelles sont maintenues, à 75 ans, près de 2000 des 5000 infortunés seront morts. Environ 700 de plus que dans le groupe des nantis. Quel est donc le bilan chez les infortunés à 75 ans? Plus de décès, plus d'hospitalisations, plus d'incapacités, une santé générale diminuée et une santé mentale plus fragile. Ainsi, les conditions socio-économiques dans lesquelles naissent et grandissent les Montréalais expliquent en grande partie pourquoi tous ne sont pas égaux face à la mort et à la maladie. Nous l'avons vu, ces conditions s'additionnent avec le temps et rendent les écarts de santé de plus en plus grands au cours de la vie. Heureusement, ce sont là tous des facteurs sur lesquels notre société peut agir dès le plus jeune âge et tout au long du parcours de vie. En ignorant ces inégalités, nous nous privons collectivement d'un potentiel inestimable, et cela humainement, culturellement, scientifiquement ou économiquement. Imaginez ce que ces personnes auraient pu faire de ces années en santé. Alors, ça a l'air décourageant comme ça, mais il y a beaucoup de choses à faire et chaque événement malheureux que vous avez vu tout le long du parcours de vie peut être atténué par des politiques publiques adéquates. Un des pères de la santé publique, qui est aussi le père de la pathologie moderne, disait que la médecine est une science sociale et la politique n'est rien de plus que la médecine à grande échelle. Je ne sais pas si nos hommes politiques partagent ce point de vue, mais nous, on en est absolument convaincus. Je vais vous parler de 3 politiques qui sont très efficaces pour réduire la détresse psychologique à court terme et à moyen terme. La première politique, c'est la politique de services de garde éducatifs. On a de très bonnes données québécoises qui nous montrent qu'on est capable de réduire les inégalités sociales de développement des enfants si on les met dans des services de garde éducatifs de qualité au Québec égale CPE. Et vous avez ici une comparaison. En fait, ce que cette diapo montre, c'est que si vous êtes d'un milieu favorisé, que vous mettiez vos enfants dans un service de garde éducatif ou pas, ça ne change absolument rien. Mais si vous êtes d'un milieu défavorisé, ça fait toute la différence et ça annihile les différences sociales. Ça vaut pour la maturité scolaire qu'on mesure
à 5 ans, mais ça vaut aussi pour les performances académiques plus tard. On a des évidences aussi que les services éducatifs sont capables d'interrompre les effets négatifs de la dépression maternelle sur la santé mentale des enfants à court terme et aussi à très long terme, puisque les projets comme Abecedarian ou Preschool Project américains ont montré une diminution des problèmes de santé mentale, de détresse psychologique à très long terme. Rapidement, d'autres politiques, on intervient beaucoup sur le logement, sur la salubrité du logement. Il y a une très grande corrélation entre la détresse psychologique et la salubrité des logements, particulièrement dans le cas des punaises de lit. On observe ça à très grande échelle et l'intervention pour la salubrité améliore vraiment la détresse psychologique. Sur l'abordabilité du logement, les programmes de logements sociaux ont fait la preuve de diminuer l'insécurité, la détresse psychologique reliée au manque d'argent, à l'incapacité de satisfaire les besoins de ses enfants parce qu'on doit mettre trop d'argent sur le loyer. Je vais parler d'une dernière politique. C'est très rare les expériences sociales randomisées, il y en a très peu. On en a eu une importante au Canada qui s'est passée sous l'ancien premier ministre Trudeau entre 1974 et 1978, où on a donné un revenu minimum garanti à des habitants au Manitoba. Ces données-là ont été réanalysées en 2011 par une économiste de l'Université du Manitoba. Et elle a montré des effets simplement de la supplémentation du revenu de façon universelle importants, notamment dans la diminution des grossesses adolescentes, mais surtout dans les impacts sur la santé mentale. Alors, moins d'hospitalisation, mais aussi beaucoup moins de consultations chez les médecins pour des problèmes d'anxiété et de dépression. C'est peut-être un hasard que les pays nordiques, qui ont des politiques sociales généreuses, universelles, se retrouvent au premier rang de ces classements. Je suis assez critique, cependant, de ces classements, puisque je pense qu'il y a plusieurs hypothèses qui sont posées qui méritent encore d'être discutées, mais je fais simplement souligner au passage que c'est ce qu'on retrouve actuellement. Alors, en conclusion, je pourrais dire que si la santé publique ne s'intéresse pas au bonheur proprement dit, ces interventions via les politiques publiques s'adressent certainement aux déterminants du mal-être dans la population et donnent espoir qu'on puisse améliorer, du moins au niveau populationnel, le niveau de bonheur de notre population québécoise. Merci. Merci beaucoup. On en vient à la discussion entre les panélistes et une question qui rebondit sur votre dernier propos. Cette focalisation sur le concept de bonheur est peut-être pas une excellente idée. Peut-être qu'on devrait se focaliser plus sur le concept de malheur ou de mal-être et l'impératif qu'on devrait se donner à la fois comme impératif moral, mais aussi pour les politiques publiques, ce serait l'impératif de réduire le malheur ou réduire les mauvaises choses qui suscitent du malheur ou du mal-être. Ah, mais c'est tout à fait ce qu'on fait en santé publique. D'une part, le bonheur, c'est relié à plusieurs choses sur lesquelles on n'est pas nécessairement capable d'intervenir socialement. Par contre, les déterminants de la détresse psychologique sont beaucoup liés aux conditions de vie des gens, aussi à tout ce qu'on est capable de créer. Je pense qu'on parlait de la confiance entre les gens, du capital social. C'est des choses qu'on peut travailler, ça, relativement facilement par des politiques publiques. Donc, c'est plus facile d'intervenir là-dessus. Je dirais que c'est plus légitime aussi, puisque notre légitimité, c'est de répondre à la souffrance de la population et non d'améliorer son bien-être. On n'a pas de mission de créer du bonheur, mais on a une mission de réduire la souffrance. Et dans ce sens-là, travailler sur les déterminants de la détresse psychologique, c'est beaucoup plus légitime pour nous. Est-ce que
Marc, tu voudrais ajouter quelque chose? Oui, je voudrais dire que je suis très largement d'accord avec ce que Marie-France disait, mais quand même, il ne faudrait pas dire que le bonheur devient inintéressant ou qu'on devrait seulement regarder les choses les plus dramatiques. Effectivement, le malheur, la misère, ça doit avoir la priorité parce que c'est très important de faire en sorte que les gens puissent en sortir. Mais il faut aussi regarder du côté positif pour faire en sorte qu'on donne des conditions les meilleures possibles pour l'ensemble de la population. Et donc, il faut vraiment tenir les deux, mais d'accord pour une priorité, mais pas d'accord pour complètement laisser de côté et abandonner tout objectif positif. Merci. Dan, would you like to add something? Est-ce que... To me, happiness is a blanket term that is like health, that if you study happiness, you're interested in, or health, you're interested in, you're actually most interested, I think, we should be, in people at the low end of the spectrum, people who are unhappy or states of ill health. And honestly, it's the unhappiness that I'm most interested in because we've got really pretty serious problems, and it's not just in the United States, but that's where I'm familiar with it. My wife's hometown of Palo Alto, one of the most privileged communities in the world, her kids are throwing themselves in front of trains, and they now keep a watch on the train tracks. And these kids have lots of opportunities and wealth, but they're miserable. In St. Louis, in the St. Louis area, in the rural areas near us, the rural white population, they're just dying deaths of despair. It's just quite, there's a lot of unhappiness there. And the African-American population in St. Louis, we have massive problems, of course, of racism and racial injustice. And actually, the unhappiness data cannot totally capture the problem because, you know, the correct number of arbitrary arrests or police unjust shootings is 0, right? And it's just unjust no matter what. But there's a massive amount of stress among, I think the best evidence is a massive amount of stress that's being experienced by African Americans in St. Louis due to the racial inequality. Une autre question qui est une question traditionnellement philosophique, mais je pense qu'on devrait aussi se la poser dans un contexte de psychologie ou un contexte d'économiste, c'est la question de la subjectivité du bonheur. Est-ce que le bonheur, c'est subjectif? Est-ce que c'est moi qui décide si je suis heureuse maintenant? Donc j'aimerais vous entendre, et peut-être en commençant par Marc, sur cet aspect subjectif versus objectif par rapport au bonheur. Oui, il y a un élément subjectif incontournable qui est que les gens, quand même, sont à un certain stade maîtres de leur vie, de leurs objectifs dans la vie. Et donc, on doit vouloir respecter cela, ou au moins faire en sorte que ça puisse être un objet de discussion libre et non contrainte. Et donc, il y a nécessairement du subjectif, mais c'est vrai que les gens peuvent se tromper. Ils se trompent sur la gestion des émotions, ils ne prévoient pas les conséquences. Les exemples qui ont été donnés par mes collègues ici sont très bons. Les gens peuvent se tromper sur les conséquences lointaines de leurs décisions. Et donc, à partir de là, effectivement, on peut essayer d'aider les gens à faire moins d'erreurs dans la gestion de certaines décisions compliquées. Mais ça ne veut pas dire que c'est purement objectif. On va les aider à faire en sorte que leurs objectifs dans la vie soient mieux réalisés. Well, I kind of don't think almost anything is subjective in a way. And I don't think we're very good judges of how happy we are. If I want to know how happy I am, I ask my wife. But that doesn't, I mean, it's important to distinguish that from the idea that we have a right to be unhappy if we want to be, and we have a right to be mistaken, and we need to be respectful in how we deal with it. Just because somebody might be wrong doesn't mean we have the right to tell them. And in policy, I think, for instance, Mark's work is very important here, that even if people are wrong about what well-being, policy needs to respect people's values, what they care about. So in that way, be subjective, but people might still be wrong. We just have to let them be wrong.
il y a des questions de tempérament. Quand je travaillais avec des prématurés, à 24 semaines, c'était clair qu'il y avait des prématurés qui prenaient la vie plus facilement que d'autres, là, dans des circonstances. Alors ça se poursuit tout le long de la vie. Bon, c'est subjectif, le bonheur, éminemment, il me semble. Il y a des approches cognitives en psychologie qui aident les gens aussi à rationaliser et à faire en sorte que leur vie devienne plus facile à vivre. Je pense que ces approches-là ont fait leur preuve. Encore faut-il que les gens ressentent ça comme un problème. Il y a des gens qui ne ressentent pas ça comme un problème. Peut-être une dernière question. C'était le rapport entre bonheur et éthique ou vertu. Et les études sont montrées que quand on a des motivations altruistes, eh bien, on se sent bien, c'est le bonheur. La question, c'est pourquoi est-ce qu'on n'est pas tous altruistes, du coup? Happiness and ethics are like that. But I do think it is true. It's generally a very good bet. It's one of the best bets for being happy, to be a good person. I think we're wired for morality. That said, I also think there are exceptions where you can be a terrible person. You can do bad things and be happy. Why do people? I think our culture may cultivate that, especially, I mean, there's a common idea of egoism, that we're fundamentally selfish. And if you have that idea that everybody's selfish, this kind of Hobbesian idea, that's kind of terrible. And then then that gives you a license to do bad things yourself. And it's just, I think that's part of why people might make that mistake. Marie-France, moi, je pense qu'il y a beaucoup d'incitatifs à ne pas être altruiste actuellement. Dans le milieu universitaire, par exemple, il y a de la compétition. On demande souvent aux chercheurs d'être altruistes, mais en même temps, les compensations pour l'altruisme ne sont pas aussi grandes que les compensations pour la compétition. Je pense qu'on a un système qui, en favorisant l'excellence, quelquefois défavorise la coopération. Ce qui nous est présenté comme modèle de bonheur quand on ouvre notre ordinateur ou la télévision, ce n'est pas nécessairement d'être altruiste. Hein. Marc Florbet en avait parlé. On nous vend l'idée qu'on sera plus heureux avec plus de voyages, plus de ci, plus de ça. Alors, je ne pense pas que l'enseignement de l'altruisme se fasse aussi bien que l'enseignement du narcissisme actuellement. Merci. Marc, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Ce qu'ont dit mes collègues est tout à fait excellent. Simplement, quand je parlais tout à l'heure de la définition des buts dans la vie et que les gens pouvaient choisir des buts différents, choisir d'être altruiste ou choisir d'être un peu plus égoïste, etc., ce choix des buts, c'est un problème éthique que chacun se pose. Et donc, on peut avoir effectivement même des vrais conflits entre chercher le bonheur d'une génération et penser au bonheur des générations suivantes. Il y a des questions de ce genre-là qu'il faut traiter et qui renvoient à l'éthique. Merci. Alors c'est le moment où on va passer à la période d'échange avec le public. Il y a des micros, donc venez poser des questions, demandez quelle est la définition du bonheur. C'est le moment ou jamais, vous avez des experts. Très intéressant comme conférence. Et moi, j'aimerais savoir, Madame Reynaud, vous avez parlé des prématurés qui étaient plus heureux, et aucun de vous a parlé de la génétique. Est-ce qu'il y a des tempéraments qui sont plus heureux que d'autres? Et est-ce que le fond en moi endocrinologiste se demande, est-ce qu'il y a les hormones? On en parle peu, mais... Oui, c'est de ça dont je parlais quand je disais que le bonheur, pour moi, était multifactoriel. Et mon exemple des prématurés, c'était pour montrer que je croyais qu'il y avait une génétique quand même. C'est sûr qu'il y a l'épigénétique, il y a la façon dont la grossesse s'est déroulée aussi, mais je suis sûre que c'est la sagesse populaire aussi de penser qu'il y a des tempéraments heureux. Puis on sait qu'il y a 10 % des enfants qui naissent avec un tempérament plus difficile et qu'il y en a peut-être 40 % là, qui sont un peu Roger Bontemps, puis les autres entre les deux.
Je pense que les psychologues pourraient nous parler beaucoup de ça, là. Une prochaine conférence sur le bonheur devrait avoir un psychologue qui discute de ces choses-là. Et c'est sûr que les influences biologiques, moi, je pense qu'elles sont importantes là-dedans. C'est plus difficile d'intervenir là-dessus. C'est pour ça que d'intervenir sur les conditions de vie, ça présente une facilité qui est relative, ceci dit, qu'on n'a pas avec intervenir sur la génétique actuellement. Est-ce que l'un de vous voudrait ajouter quelque chose, Marc? Je voudrais ajouter que ce que dit Marie-France renforce ce que Dan disait tout à l'heure à propos du fait qu'on ne doit pas tenir les gens responsables, les coupables de leur malheur. C'est largement dû à des circonstances ou aussi à des circonstances personnelles comme des éléments génétiques. Mais ça veut dire aussi que l'ambition des politiques en la matière est nécessairement limitée. On peut aller jusqu'à un certain point, mais on ne peut pas faire du happiness engineering et faire que tout le monde soit au même niveau de subjectif de bonheur, c'est sans doute inaccessible. Est-ce que c'est dramatique? Peut-être pas, parce que beaucoup de gens cherchent, là encore, comme le disait Dan tout à l'heure, autre chose que le bonheur. Le bonheur, c'est quelque chose qui vient peut-être en plus, mais on a beaucoup d'objectifs à chercher dans la vie. Dan, whether there's a genetic determination of our moods and temperaments, so that actually there's some limits as to what we can do in terms of promoting happiness? It certainly plays a large role, but there's, I think there can be an illusion that our happiness level has been fixed by our nature, chemical, and when a lot of it is, well, we've just always kind of lived in the same situation, and so, it may be that, well, you've always been in this situation, so that's, and it's very hard to change radically the kind of society or community you live in. So most of us kind of go through life in similar environment, and so that can exaggerate the effect of your temperament and your personality. Thank you, merci. Je vois une personne au micro de... Oui, bonjour. En fait, j'ai une question qui revenait un peu à l'éthique. Quand je regarde le vidéo de gauche, où est-ce que c'est les personnes qui sont démunies et les personnes qui sont nanties, je me questionne quelle part la société a comme responsabilité face à ce côté, qui peut-être, il y a des problématiques sociales qui reviennent, qui sont non résolues, parce que le pourcentage de personnes qui ont droit au bonheur est là, et les réponses sont dans la collectivité, et il me semble qu'il faudrait les écouter. Il y aurait peut-être des solutions qui sont faciles. Merci. Des solutions faciles, Marie-France? Des solutions faciles, non. Mais c'est sûr que c'est la position de l'Organisation mondiale de la santé qui a publié en 2008 un rapport qui s'appelait « Combler le fossé en une génération » et qui pose comme hypothèse que les conditions de vie des gens sont des choses modifiables et qu'il y a un impératif éthique pour la santé publique à modifier les choses qu'on peut modifier pour amener une meilleure santé. Et que les États membres ont signé cette déclaration-là en 2008. Il n'y est pas tout à fait. 2008, 2019, on n'y a pas encore, on n'a pas encore réussi. Non. Marc, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter sur ce point? Oui, Madame parlait des conséquences économiques. En fait, c'est des conséquences économiques au sens large. La vidéo qu'a montrée Marie-France montrait bien l'énorme gaspillage humain, l'énorme gaspillage de potentiel humain qui est lié aux inégalités et à la pauvreté. Et donc,
au-delà des pertes, effectivement, les mauvaises relations sociales, que ce soit à l'intérieur des ménages ou même entre collègues, par exemple, dans les entreprises, il y a aussi beaucoup de choses assez dramatiques qui se passent en termes de relations sociales à ce niveau-là. Tout ça, ça produit non seulement de la perte peut-être de rendement économique, mais beaucoup de gaspillage de potentiel humain, beaucoup de gens qui sont diminués à cause de toutes ces influences néfastes qu'ils ont dans ces relations négatives. Et on va passer au micro du centre. Bonsoir, je vous remercie énormément pour cette présentation. Dans le fond, quand on parle là, du bonheur, j'ai l'impression que c'est comme très très lié à l'argent, mais il y a aussi une définition très culturelle de ce que c'est le bonheur. Comme chaque société peut avoir une définition, chaque individu peut avoir une définition, puis il y a aussi la pression sociale que peut jouer sur cette quête du bonheur. Mais un truc qui est assez universel, c'est l'argent puis la propriété dans un monde capitaliste. Fait que, comme, si on n'avait plus d'argent, finalement, est-ce que ça ne serait pas ça le bonheur? Supprimons l'argent. Merci de la suggestion. Est-ce que c'est l'économiste qui veut répondre? Je crois que j'ai cette responsabilité peut-être, et ce n'est pas facile d'y répondre. Donc effectivement, l'argent joue un rôle important dans les économies de marché, mais en fait, l'argent, pour les gens qui sont normaux, il y a quand même beaucoup de gens qui sont anormaux, mais pour les gens à peu près normaux, l'argent, c'est un moyen pour accéder à différentes choses. Et donc, dans toute société, même si elle n'est pas dominée par l'argent, il y a toujours cette question de qu'est-ce que les gens peuvent faire avec différents moyens qui sont à leur disposition. Et les sociétés où l'argent a moins de rôle sont souvent des sociétés où le pouvoir, les relations de pouvoir ont un rôle plus déterminant. Mais dans tous les cas, la question, c'est comment on répartit les opportunités pour faire des choses dans la vie entre les gens, et on n'échappe pas à cela. Et j'ai montré un graphique tout à l'heure qui montrait que la question « est-ce que vous avez l'impression d'avoir de la liberté dans votre vie ?» était très fortement corrélée avec la satisfaction dans la vie. Donc ça rejoint, dans une société capitaliste, l'argent est un instrument de liberté, au moins la liberté de consommer. Et donc, mais ce désir de liberté est assez universel. Merci. Le micro de droite ou de gauche, selon comment on se positionne. Je vais rebondir sur la question de madame ici. Est-ce que vous pensez que notre mal-être collectif ou notre malheur collectif puisse être voulu par certaines personnes qui pourraient trouver un intérêt marchand ou capitaliste à encourager de mauvaises habitudes de vie pour combler un vide intérieur au niveau de la communauté ou du sens dans la vie? Est-ce que vous pensez que certaines personnes ont intérêt à promouvoir le malheur collectif, sans vouloir donner d'intention à certaines personnes qui n'en auraient pas? Merci. Ça, c'est plutôt une question pour un économiste, mais peut-être qu'on pourrait voir aussi ce qu'en dit Dan Hebron. So, is there an interest somewhere, conspiracy theory maybe, of some force to create unhappiness in society, in our society? To make profit out of it. To make profit out of it. Reminds me of a film called How to Get Ahead in Advertising, where they created problems to sell products. We're so good at manufacturing unhappiness without profit. That's a really good question. I don't know. OK. Let's keep it for research. Marc? Ce que je veux juste dire, c'est ce que font les économistes maintenant, c'est pas seulement de regarder s'il y a de la fabrication du malheur, mais de regarder s'il y a de l'exploitation des erreurs des gens. Les gens font beaucoup d'erreurs dans la prise de décision. Et il y a effectivement... les erreurs de décision sont exploitées par les spécialistes du marketing. Donc on parlait de nudge tout à l'heure, mais le nudge est très largement utilisé dans le marketing pour vraiment exploiter les gens de différentes façons. Et c'est de plus en plus documenté. Merci. Je regarde mes micros. On avait passé... on va prendre le micro de l'autre côté. Oui. J'ai entendu il y a une couple d'années un TED Talk. C'était un professeur d'Harvard, je pense, mais en tout cas, c'était Boston.
Et c'est une étude qui a duré toute une génération. Ils ont pris des hommes, des hommes et des femmes, des quartiers les plus pauvres de Boston et des étudiants d'Harvard, donc éducation, etc. Et ils les ont suivis littéralement toute leur vie. Ils ont mesuré plein de choses, la santé, etc., au cours de leur vie, mais ils ont aussi mesuré leur sens de réalisation et de bonheur. Ils leur ont demandé en début de leur vie quels étaient leurs objectifs de vie, etc. Et en fait, apparemment, d'après l'étude, ce qui a fait que les gens avaient une plus longue durée de vie et se sentaient plus heureux, c'était dans les circonstances où, en fait, il y avait moins de solitude, il y avait plus de soutien de l'environnement proche et de la famille. Et que ça n'avait pas du tout lien avec la réussite sociale, etc. Mais c'était réellement lié à la qualité des relations humaines proches. Voilà. Je trouvais ça passionnant. Merci. Est-ce que quelqu'un veut rebondir sur cette idée ? Si je peux, oui. C'est vraiment tout à fait dans le sens que j'essayais de développer à la fin de ma présentation tout à l'heure. Si on veut chercher le bonheur d'une façon qui soit soutenable, il faut réviser nos objectifs dans la vie, passer du consumérisme à quelque chose qui est beaucoup plus orienté vers des activités qui sont moins coûteuses en ressources naturelles. Et donc, les bonnes relations sociales, c'est vraiment quelque chose qui ne coûte pas cher, qui ne détruit pas l'environnement et qui peut vraiment être très important pour le bien-être. Donc, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec cette idée. Marie-France ? Je voudrais dire que les relations, quand même, entre le niveau de revenu et la santé sont extrêmement robustes et qui se reproduisent dans plusieurs contextes. Ceci dit, il y a un rendement décroissant, on pourrait dire. Il faut avoir de l'argent pour satisfaire ses besoins de base et passer un certain niveau, ça ne donne plus rien d'en accumuler. Et c'est peut-être là où ça se passe, où il y a un minimum vital qui est absolument nécessaire. Moi, je suis convaincue que c'est largement incompatible avec le bonheur d'être dans la misère. Merci. Donc, nous, on pourrait continuer à discuter comme ça toute la nuit, mais je crois qu'on doit achever maintenant. Donc, je vais remercier nos conférenciers et j'aimerais remercier le public aussi. Donc, merci à tout le monde.